Excellent, parfait. Oui. Donc, bienvenue à tous. Je suis très content de vous voir tous, là, de vous voir là, figurativement. À cette conférence un peu spéciale de M. Philippe Moussette. Donc, M. Moussette là, est un innovateur de notre programme à la boîte à sciences étudiantaires à l'école. Donc, M. Moussette est le président là, du club d'astronomie Vega de Portneuf. Il est aussi De Cap-Rouge. De Cap-Rouge, excuse-moi. De Cap-Rouge. Il a aussi publié un livre, là, Les yeux vers le ciel. Donc, monsieur Moussette là, prend des photos du ciel des étoiles. Donc, vous parler un petit peu de ce qu'il fait, de ce qu'il passionne ici. C'est une conférence qu'il donne habituellement là, dans les écoles, mais dû à la pandémie, on a eu l'idée de vous l'offrir là, à tous, au grand public, comme ça aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, là, je cède la parole à M. Moussette pour que vous puissiez vous présenter ces très jolis, très beaux travaux. Donc, M. Moussette, c'est à vous. Bon, bon après-midi à tous. Donc, évidemment, je suis très heureux de vous parler cet après-midi. Donc, aujourd'hui, évidemment, je vous présente une conférence que je présente habituellement dans les écoles, la conférence sur les phénomènes du ciel. Donc, évidemment, c'est une conférence qui va être interactive aussi. Donc, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me les poser, soit que vous les posez via le chat et que Francis va me relayer, ou soit que, évidemment, vous levez votre main ou vous ouvrez votre micro, tout simplement. Là, évidemment, je vous demanderai, outre les fois où évidemment, je vais vous poser des questions directement. Je vous demanderai évidemment d'éteindre vos micros lorsque vous n'avez pas de questions à parler. Cependant, évidemment, n'hésitez pas, vous ouvrez votre micro quand vous voyez que j'ai terminé ma phrase, vous ouvrez votre micro, vous pouvez me poser votre question sans problème. Moi, je marche comme ça. J'aime ça avoir les questions au fur et à mesure. Et c'est d'autant plus interactif et d'autant plus intéressant aussi pour les gens qui écoutent aussi. Donc, vous allez remarquer, c'est une conférence qui est interactive, qui a beaucoup de photos, beaucoup d'images, de vidéos. Donc, c'est ça. Fait que, évidemment, je vous laisse place à l'introduction qui va nous amener au premier sujet. Donc, allons-y. Allons-y. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, OK. Parce qu'il faut que ça soit sélectionné comme ça. Donc là. OK, bon. Là, c'est supposé de partir. Bon. Parfait. Oups. Alors, on va évidemment parler de lumière visible dans le ciel, de la lumière du jour, notre soleil, nos planètes, etc.
On va aller à l'observation, les phénomènes, éclipses, étoiles filantes, et on va finir par les lumières du Nord. Donc, premièrement, ben, je me présente un peu qu'est-ce que je fais au niveau astronomie. Donc, ici, c'est moi avec mes instruments. Donc, mon FSQ sans fil de Tagashi avec ma monture équatoriale et mon appareil photo dans l'autre main avec ma lentille 500 mm. Donc, c'est avec ça que je prends la plupart de mes objets du ciel. Évidemment, là, je fais de l'astronomie, moi, depuis que j'ai à peu près 8-9 ans. Donc, j'ai pu, évidemment, observer la comète d'Halley en 86, donc lorsque j'étais beaucoup plus jeune. Évidemment, j'ai eu une passion pour l'astronomie qui s'est développée beaucoup plus tard aussi, en évidemment fondant deux clubs d'astronomie aussi, un au Cégep de Sainte-Foy et un à Cap-Rouge qui est toujours évidemment bien en vie. Donc, ça, évidemment, c'est mes instruments. J'ai également aussi une 300 et une 500 mm qui m'aident à faire des astrophotos. Donc, ça, c'est un peu l'équipement que j'ai. Bon, assez parlé d'équipement, on va parler un petit peu de lumière nuisible dans le ciel. Une image prise en face de chez nous. Mais sur cette image-là, il y a un problème. Il y a un gros problème, en fait. Est-ce qu'il y en a un ou une qui peut me dire qu'est-ce qui est le problème sur cette image-là? Est-ce qu'il y en a un ou une qui le sait? C'est la lumière de la planète. La lumière de la planète. Qu'est-ce que tu veux dire par lumière de la planète? Les lampadaires. Les lampadaires, oui, il y a les lampadaires, mais il y a quelque chose en particulier. Est-ce que c'est la neige? Il y a la neige. Non, la neige, c'est normal qu'elle soit orange parce que les lampadaires éclairent orange. Donc, la réflexion, ça, c'est normal. Il n'y a pas d'étoiles? Il n'y a pas d'étoiles. Ça aussi, c'est pas mal normal. On est en ville, puis c'est une exposition de même pas une seconde. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas ou vraiment pas beaucoup d'étoiles. Non, il y a un problème. La pollution lumineuse? Oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous détectez dans cette image-là? Je prends encore une ou deux réponses, puis après ça, si vous ne l'avez pas, je vais le mentionner. Les points noirs? Le point noir. Non, il n'y a pas de point noir. On aurait dit qu'il y a un soleil. Ah! Oui, il y a un soleil. Il y a un soleil, oui, il y a un soleil. Et qu'est-ce qu'il y a, le soleil? Hein? Il éclaire partout, sauf à la bonne place. Ça veut dire à terre, comme on voudrait. Donc, c'est effectivement le problème. Vous voyez à la gauche de l'image, il y a un gros point très, très, très lumineux avec plein de pics qui pointent vers le haut et qui ne pointent même pas vers le bas. Donc, oui, ça, c'est effectivement le problème sur cette photo-là. C'est une lumière qui éclaire très mal. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle éclaire vers le bas, qu'elle nous éclaire nous, mais pas qu'elle éclaire le ciel. Donc, là, ici, j'ai deux photos. Une photo pendant une panne électrique et une photo après que l'électricité soit revenue. Il y a une différence. Hein? Évidemment, la photo de gauche, c'est la photo quand il y a eu une panne, c'est à Toronto, ça. Et la photo, évidemment, de droite, c'est quand l'électricité est revenue. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire c'est quoi? Donc, c'est quoi cette région-là, ici? La chose blanche qui est ici. La Voie lactée? La Voie lactée, effectivement, c'est la Voie lactée. Donc, c'est une branche de notre galaxie et c'est tout plein d'étoiles. Ici, c'est une autre image qu'on a d'un phénomène naturel et d'un phénomène artificiel.
c'est une des seules images que j'ai pas prises dans la présentation. Donc, c'est une image de mon collègue Dominique Quentin, mais je trouvais qu'elle illustrait très bien la pollution lumineuse de Québec. Évidemment, à droite, vous avez l'aurore boréale. Et à gauche, vous avez le dôme de Québec. Donc, Québec éclaire autant que Paris vu du ciel. Et Montréal autant que New York. Donc, ici, on a la carte de la pollution lumineuse au Québec. Donc, plus on est dans le blanc et moins, évidemment, on voit le ciel. Donc, Québec et Montréal, évidemment, vous voyez qu'on a un petit problème. Ça ici, c'est un projet que des jeunes de mon club ont fait il y a de ça quelques années. Moi, j'avais mesuré certaines zones de pollution lumineuse il y a quelques années avec un Sky Quality Meter et avec un objectif fisheye. Et évidemment, j'avais dit, ben, ça serait le fun de comparer les chiffres et de voir si la pollution lumineuse a augmenté dans la région de Québec. Donc, évidemment, ils ont pris les mêmes mesures que moi avec les mêmes choses, les mêmes instruments, la même caméra, et etc., avec tous les mêmes instruments. Et on a fait un comparatif et ils ont été avec ce projet-là, Expo Science. Et ils sont rendus à la provinciale avec ce projet-là. Donc, c'est deux jeunes du club Vega, Arnaud puis Nicolas, qui ont fait ce projet-là. Et ça démontre bien qu'effectivement, il y a eu augmentation de la pollution lumineuse. Vous voyez sur le petit tableau là, dans la carte les années avec les chiffres. Donc, les chiffres ont augmenté. Et vous voyez aussi sur les photos, vous avez 2010-2014. Donc, évidemment, vous voyez que dans la plupart des photos aussi, la luminosité a augmenté. Et les photos ont été faites avec les mêmes réglages. Ça, c'est important à mentionner. Hein? Parce qu'en science, il faut se servir des mêmes choses pour comparer. Bon, finissons-en avec la lumière nuisible pour entrer avec notre vraie lumière. Donc, la lumière nuisible, évidemment, il y a le bon lampadaire qui est au centre, qui éclaire vers le bas. Ça, c'est les meilleurs lampadaires. Tandis que celui qui est complètement à droite, lui, c'est la boule. Donc, vous voyez ABC, là. Ça, c'est la boule. Ça, c'est le pire éclairage qu'on ne peut pas avoir. Ça éclaire tout, sauf à la bonne place. Regardez, là, la boule, là, elle éclaire vers le ciel. Et si on est en dessous de la boule, on n'est même pas éclairé. Fait que, éclairage inutile. Donc, à éviter totalement. Donc, le bon éclairage, il est au milieu. Et c'est ce qu'on est en train de... la Ville de Québec est en train de tout changer ses lampadaires et c'est ce qu'ils installe avec un cut-off. Donc, ça, c'est vraiment bien. Ça va réduire probablement la pollution lumineuse de beaucoup. Hein? On va perdre notre titre de champion du monde de l'éclairage du ciel. Ça serait bon. Bon, maintenant, on a passé la partie lumière nuisible. On va aller vers la vraie lumière, notre soleil. Notre soleil, c'est quoi? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez c'est quoi notre soleil? Une boule de lave. Une boule de lave, oui. C'est une étoile. Une étoile, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on sait sur notre soleil? Est-ce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut dire? Il est très, très loin de la Terre. Il est très, très loin de la Terre, oui, on peut dire. Aussi, le soleil consomme du gaz, puis là, il est déjà à sa moitié de sa vie, puis il va exploser quand il n'y aura plus de son gaz. Oui, effectivement, très bonne réponse. Aussi, on sait que c'est la plus grosse étoile. Non, c'est pas la plus grosse étoile. Ça, vous allez vous en rendre compte tantôt quand je vais faire un comparatif. C'est la plus petite étoile? Non, c'est pas la plus petite non plus. Mais c'est loin d'être une grosse. Aussi, la lumière tourne, la Terre tourne autour du Soleil. Oui, effectivement, la Terre tourne autour du Soleil, oui. Comme Le Soleil, c'est notre lumière pour nous.
Oui, c'est la lumière, effectivement. Est-ce qu'il y a Une d'autres choses naine. qu'on peut dire? Est-ce que c'est une naine jaune? C'est une étoile chaude, effectivement, mais c'est pas la plus chaude non plus. Non, une naine jaune. Ah, une naine jaune? Ouais, ben, on pourrait dire, elle n'est pas naine, mais elle n'est pas non plus grosse. Donc, c'est une étoile moyenne. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous pensez dire sur notre Soleil? Non? Bon, notre Soleil, c'est une grosse boule de feu, une grosse boule de lave. Il y a de l'énergie dans notre Soleil. Il y a du gaz, effectivement. Il y a des réactions qui vont se produire. Notre Soleil produit de la chaleur, produit de l'énergie, produit de la lumière et nous permet aussi de faire en sorte qu'il y ait de la vie sur la Terre, parce que s'il n'y avait pas de Soleil, il n'y aurait pas de vie. Donc, c'est tous ces éléments-là. Évidemment, c'est une étoile aussi. Donc, premier phénomène qu'on observe du Soleil, c'est l'arc-en-ciel. Mais là, je vais voir si vous connaissez bien comment se forme un arc-en-ciel, puisque je vais vous poser la question, comment se forme un arc-en-ciel? Il se forme quand il pleut et qu'il y a du soleil aussi. Oui, ça, c'est la première condition, effectivement. Mais il y a d'autres choses. Il se forme quand le soleil traverse de l'eau. Oui. Oui. C'est autre quand les rayons du soleil traversent les gouttelettes d'eau. Oui, Donc, ça divise la lumière. Ça divise la lumière, oui, effectivement. Et qu'est-ce que ça fait avec la lumière? Qu'est-ce qui se passe avec la lumière? La lumière du soleil, elle est quelle couleur? Blanche. Blanche. Qu'est-ce que ça fait quand on divise la lumière blanche? Ça fait toutes les couleurs. Ça fait toutes les couleurs, effectivement. Ça fait toutes les couleurs. Donc, c'est ce que ça fait, effectivement. C'est comment se fait un arc-en-ciel. C'est lorsque, effectivement, il fait soleil puis il pleut en même temps. La lumière blanche du soleil traverse les gouttes d'eau. Les gouttes d'eau agissent comme des prismes et vont diviser la lumière en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et évidemment, vous voyez sur cette photo-là, il y a un double arc-en-ciel et les couleurs sont inverses. C'est parce que les nuages agissent comme un miroir. Donc, voilà pour l'arc-en-ciel. Donc, maintenant, on a nos taches solaires. Nos taches solaires, c'est les volcans du Soleil. Les volcans, évidemment, et c'est les parties froides du Soleil aussi. Froides entre guillemets, hein, parce que c'est pas si froid que ça. Hein? On parle de 5000 degrés dans le jaune, dans le noir, et du 6000 degrés dans le jaune. Donc, c'est pas si froid que ça. Et vous allez voir que ça va interagir avec un autre phénomène qu'on va parler tantôt. Donc, c'est ça. Fait que là, ça nous amène aux photos du soleil que j'ai prises. Donc, vidéo de photos du soleil. Vous entendez bien la musique, oui? Tout est beau. Donc, coucher de soleil ici. Photo du soleil, évidemment, avec un filtre. Hein? Transit de Vénus, transit de Mercure. Éclipse de soleil. Éclipse de soleil ici totale. On va en parler tantôt des éclipses. Donc, on est rendu à nos planètes et à notre système solaire. Donc, voici une illustration de la Voie lactée et voici où on se retrouve, nous, le système solaire, dans la Voie lactée. Donc, la Voie lactée, évidemment, c'est notre galaxie, donc qui mesure 100 000 années-lumière. Et là, je vais vous poser la question, combien il y a de planètes dans le système solaire? 8. 8, effectivement, il y en a 8.
Donc, il y en a 8. Donc, les voici. Cependant, ils sont mélangés, c'est sûr. Et évidemment, je vais vous demander de les reconnaître. Donc, à tour de rôle, vous prenez la parole et vous me dites disons, la troisième, la deuxième rangée, c'est une telle. Vous m'en nommez une seule, hein, évidemment, là, pour laisser la chance à d'autres d'en reconnaître. Donc, allez-y, qui est le premier à se risquer? La première, c'est Uranus. La première, c'est Uranus. Effectivement, la première, c'est Uranus. On en a une. La On va prendre première un autre. de la rangée d'en bas, c'est Saturne. La première, c'est Saturne, effectivement. On en a deux. La deuxième, c'est la Terre. La deuxième, c'est la Terre, oui. La troisième en haut, c'est Vénus. La troisième en haut, c'est Vénus. Non, c'est pas Vénus, la troisième en haut. La troisième en haut, c'est La quatrième en bas est Vénus. La quatrième en bas, c'est Vénus. Non, la quatrième en bas n'est pas Vénus. La deuxième en bas, c'est Mars. Oui, Troisième. Quatrième en haut, ça semble être Uranus. la quatrième en haut, Oui. Uranus, non, Uranus a déjà été dit. Troisième en bas est Jupiter. Troisième en bas, Jupiter. Non. Quatrième en haut, Jupiter. Quatrième en haut, Jupiter, oui. Donc en haut, il nous en reste une. La troisième en haut est Neptune. Neptune, oui, effectivement. Et là, il reste celle d'en bas maintenant. Hein? Les deux dernières planètes qui La restent. quatrième en bas, c'est Mercure. Oui, c'est Mercure. La dernière, c'est Vénus. La dernière, c'est Vénus. Effectivement, c'est Vénus. Il y en a des bons là-dedans qui aiment ça. Hein? Il y en a quelques bons. Donc, ici, on a évidemment notre système solaire à échelle, donc avec le Soleil. On a Mercure, Vénus, Mars, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, nos 4 premières planètes. On a un qualificatif pour ces 4 planètes-là. Qu'est-ce que c'est? On a un nom. Les planètes rocheuses. Oui, planète rocheuse, effectivement. Et on a évidemment Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui sont des planètes gazeuses, oui. Et on a notre dernière catégorie, Cérès, Pluton, Makemake, Iris, etc. Donc, qui sont des planètes naines, effectivement. Donc, on a ici un petit comparatif de nos planètes versus la Terre. Mais vous voyez en bas, la Terre versus le Soleil. Hein? La Terre, c'est marqué Earth dessus. Ça, c'est Terre en anglais. Donc, vous voyez avec la petite flèche, avec le petit point, vous voyez que, évidemment, la Terre versus le Soleil, on est petit. Hein? Mais, dites-vous une chose, c'est que on pourrait faire le même comparatif avec Bételgeuse dans la constellation d'Orion et le Soleil. Bételgeuse serait le Soleil et le Soleil serait la Terre. Donc, il y a des immenses étoiles. Donc, on est petit. Donc, on va partir maintenant de la ville et on va s'en aller en campagne voir qu'est-ce qu'on peut observer. Voilà ce qu'on peut observer dans le ciel. Il y en a plusieurs qui ont déjà fait de l'observation en campagne et observé un ciel comme ça? Oui. Hein? Il y en a-tu quelques-uns? Ben, moi, en camping, des fois. Oui, bon, c'est bon. C'est bon. Fait que c'est vraiment beau, là. C'est vraiment beau quand on est dans un ciel totalement noir. Donc, maintenant, on vous présente la nuit, un peu de photos, de conjonction de planètes, et on s'en va vers la nuit. Ça, en passant, c'est toutes de mes images.
Ici, on a la Lune et Vénus. Donc ici, c'est quelques conjonctions de planètes. Mercure et Vénus ici. Panier d'étoiles. La Voie lactée. Donc, voilà, fait que ça, c'est quelques images du ciel. Donc, ici, on a une image de toutes les constellations. Est-ce que vous pensez que d'ici, de Québec, on peut voir toutes les constellations défiler sous nos yeux? Hein? Non, hein? Je ne pensais pas, hein? La réponse, effectivement, c'est non. Il n'y a pas toutes les constellations qui peuvent défiler sous nos yeux. Est-ce qu'il y a, vous pensez, est-ce qu'il y a un endroit dans le monde où on peut voir toutes les constellations défiler sous nos yeux? Évidemment, pas en même temps, mais toutes les constellations défiler sous nos yeux. Oui. Ouais? Ben non, parce que la Terre elle tourne Si sur vous elle. répondez oui, je vais vous demander quel est cet endroit. À l'équateur. À l'équateur, oui, à l'équateur, effectivement, à l'équateur. Donc, effectivement, pourquoi ça ne marche pas? OK. À l'équateur, évidemment, on voit, vous voyez là qu'on voit toutes les étoiles. 50% sont au pôle nord, 50% au pôle sud, et à l'équateur, évidemment, on voit toutes les étoiles. Pourquoi toi, tu fonctionnes pas? Donc ici, la Terre est inclinée à 23 degrés 27 minutes. Donc c'est pour ça que l'étoile polaire, évidemment, on la voit tout le temps dans le ciel. Et la Terre, évidemment, on tourne toujours autour de notre Soleil. Donc c'est pour ça qu'on ne voit pas les mêmes constellations l'été et l'hiver. Donc là, je ne sais pas pourquoi mon changeur de diapo ne veut plus fonctionner. Ici, ben, évidemment, on a les divers objets. Donc, on commence par la première image en haut, la galaxie. Ça, c'est la galaxie d'Andromède. En passant, ça, c'est toutes de mes photos. La galaxie d'Andromède, une galaxie, c'est un ensemble d'étoiles. Donc, ça regroupe tout ce que vous voyez là. Donc, c'est un ensemble d'étoiles et c'est très, 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 très grand. Dans une galaxie, on a la formation d'étoiles. Les étoiles naissent en amas et naissent en nébuleuse. Donc, on va descendre en bas, les deux dernières images dans le bas, l'image rouge et l'image mauve. Donc, ça, c'est deux nébuleuses. Les nébuleuses, c'est tout simplement des amas de gaz qui vont s'effondrer sur eux-mêmes et créer des étoiles. Comme je vous ai dit, les étoiles naissent en amas. Donc, on a deux images d'amas ouverts. L'image bleue au centre, en fait, au centre, mais à gauche. Les 7 étoiles bleues avec un peu de nébuleuse, qui sont les Pléiades. Et en haut, on a le double amas de Persée. Donc, ça, c'est deux amas ouverts. Les étoiles, ils naissent. Évidemment, elles vont s'éloigner d'elles-mêmes par après et créer des systèmes planétaires comme le nôtre. Tandis qu'après ça, évidemment, les étoiles naissent et vivent et meurent aussi. Donc, on a des morts d'étoiles. Avant la mort d'étoiles, on a l'amas globulaire. L'amas globulaire, c'est des vieilles étoiles. Ça, c'est celle
la première du bas. Ça, c'est l'amas M13. Un amas globulaire, c'est des vieilles étoiles qui sont très proches l'une de l'autre. Et on a deux morts d'étoiles maintenant. La mort d'étoiles, comme notre Soleil va mourir dans 5 milliards d'années, nébuleuse planétaire. Une nébuleuse planétaire, évidemment, c'est comme évidemment l'image centrale, c'est ce que va devenir notre Soleil dans 5 milliards d'années. Donc, notre Soleil, dans 5 milliards d'années, il va grossir jusqu'à l'orbite de Mars, et après ça, s'effondrer sur lui-même et éjecter des couches de gaz. Tandis que Bételgeuse, elle, ben, elle ne grossira pas plus. Elle est déjà assez grosse, donc elle va tout simplement faire boum à un moment donné quand elle n'aura plus d'énergie. Et quand ça fait boum, c'est assez violent. Donc, ça, c'est les divers objets qu'on peut voir dans le ciel. Évidemment, pour la nébuleuse, la supernova, ben, ça peut donner aussi, en fin de vie, des trous noirs. Donc, ça, c'est des choses qui sont évidemment possibles d'avoir. Donc, maintenant, je vous montre mes photos d'objets célestes pour continuer avec les phénomènes du ciel. Pourquoi le pointeur, il ne veut vraiment plus marcher? Donc, les premiers objets, c'est tous des objets Messier. C'est Charles Messier qui, évidemment, cherchait des comètes et qui a catalogué 110 objets. Donc, c'est les 110 objets les plus brillants. Et là-dedans, ben, il y a des très belles photos, comme la dernière qui vient de passer, une 27, la galaxie d'Andromède ici, la galaxie du Triangle. La nébuleuse d'Orion, les Pléiades, la galaxie Tourbillon, et là, on s'en vient vers les derniers objets Messier, 81, 82 dans la Grande Ourse, les galaxies. Et là, on s'en vient vers les derniers objets Messier pour voir après ça les plus belles photos d'astro que j'ai prises. Ici, le complexe North America, Gamma du Cygne, le croissant, la North America, la Californie, le cœur et l'âme, la méduse et la tête de singe, Roorfichi, l'arbre de Noël, l'iris, le homard et la bulle, la tête de singe, la mouette, le voile, le croissant et la faucette. Donc, ça, c'est tous des objets que je prends en photo avec mon télescope
Donc, évidemment, c'est des objets qui sont intéressants à voir puis à prendre en image aussi. Donc, évidemment, l'astrophoto, c'est quand même une technique assez complexe, mais si vous voulez, sur ma page Facebook, il y a une conférence que j'ai donnée déjà sur l'astrophotographie. Fait que si jamais ça vous intéresse, vous irez jeter cette présentation-là. Donc, maintenant, on est rendu aux étoiles filantes. Une étoile filante, c'est un petit morceau de comète. Une comète, évidemment, c'est un gros morceau de glace et de poussière. Donc, voici l'illustration. Donc, une comète, ça a un noyau, ça a une queue ionisée de gaz et une queue de poussière. Je ne sais pas si vous avez pu voir la comète Neowise l'été dernier, mais elle était quand même assez fabuleuse, merci. Donc ça, c'est dans les belles comètes que j'ai vues là. Hale-Bopp était très belle en 97, mais Neowise a vraiment flamboyé pendant une couple de semaines là, au niveau là, du ciel du soir, et ça a été vraiment quelque chose à voir. Donc, une comète, ça a une orbite elliptique, et la Terre va entrer dans les poussières, et c'est ça qui va donner des pluies d'étoiles filantes. Regardez comment ça se produit. Donc, la Terre va rentrer dans les petits morceaux, et évidemment, les petits morceaux vont brûler dans l'atmosphère. Ça, c'est le calendrier pluies d'étoiles filantes pour l'année au complet. Donc, vous voyez que il n'y a pas juste les Perséides, il y en a plusieurs. Et ces pluies d'étoiles filantes-là, évidemment, vous voyez qu'ils sont plus répertoriés là, dans une certaine partie de l'année aussi. Cependant, vous voyez les Perséides, bon, c'est pas la plus grosse, mais elle se produit en été. Tandis que vous voyez Géminide, Quadrantide, vous voyez les premières colonnes. La première colonne, c'est le don de la pluie. Deuxième colonne, c'est la date de maximum et le temps en temps universel. Et la troisième colonne, c'est le nombre d'étoiles filantes par heure dans un ciel noir. Donc, évidemment, vous voyez que Quadrantide et Géminide ont plus d'étoiles filantes que les Perséides. Cependant, vous remarquez aussi qu'elles se produisent le 13 décembre et le 4 janvier. Donc, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, puisque c'est plus plate d'être couché dans la neige à moins 30 degrés que d'être couché sur une couverte dans le gazon à peu près 20 degrés. Hein? Donc, c'est pour ça que, évidemment, on parle beaucoup des Perséides et très peu des autres pluies d'étoiles filantes. Mais vous voyez qu'il y en a un paquet. Donc, maintenant, on va parler éclipse. On va parler éclipse solaire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette année, il va y avoir une éclipse solaire visible du Québec. En fait, dans le Grand Nord québécois, on va avoir une éclipse solaire annulaire. Ici, à Québec ou à Montréal ou bon, dans le sud du Québec, on va pouvoir voir l'éclipse à peu près entre 80 et 85%. Cependant, petit hic, c'est que pour ceux qui vont vouloir la regarder, ben, il va falloir se lever un petit peu plus tôt qu'à l'habitude. Donc, aux alentours de 5 heures du matin, que l'éclipse solaire va évidemment être visible. Donc, c'est sûr que, bon, c'est moins intéressant un peu, mais ça vaut la peine si, évidemment, on a les protections nécessaires. Et inquiétez-vous pas, il va en avoir des protections. Évidemment, on ne pourra peut-être pas faire d'activité grand public à cause, évidemment, de tout ce qui se passe, mais on va s'assurer que les gens qui veulent l'observer de chez eux puissent l'observer en toute sécurité. Donc, il va y avoir des lunettes spéciales là, qui vont être données par la Fédération à ce moment-là. Donc, c'est ça. Mais une éclipse solaire, c'est un des phénomènes les plus beaux à observer. Une éclipse solaire totale, je parle. Évidemment, parce que une éclipse solaire totale,
c'est tout un phénomène. J'en ai vu une en 2017. Le 21 août 2017, j'étais à Gallatin, au Tennessee, et ça a été fabuleux. Une éclipse solaire, c'est quoi? C'est lorsque la Lune va passer devant le Soleil et créer une ombre sur la Terre. Donc, on a une image ici de mon éclipse du 21 août 2017, éclipse solaire totale, évidemment. On a la différence entre annulaire et totale. Ici, annulaire, c'est lorsque la Lune est pas assez proche de la Terre pour pouvoir éclipser totalement le Soleil. Tandis qu'une totale, c'est lorsque la Lune est assez proche pour cacher totalement le Soleil. Et là, évidemment, on voit tout un phénomène. Et je vais vous faire revivre en vidéo la totalité du 21 août 2017 à Gallatin, au Tennessee. C'est vraiment les dernières secondes avant la totalité et l'émotion que ça donne, évidemment, voir une totale. Et le 8 avril 2024, on va en avoir une totale visible au Québec. Donc, ça, c'est un événement à ne pas manquer. Mais d'ici là, je vous fais vivre le moment qu'on a vécu le 21 août 2017. C'est un de mes collègues qui a filmé. Donc, on va débuter ça. Pourquoi? Sont déjà dans la totalité. OK. Les chrétiens se sont mis à chanter. Là, il reste à peu près 1 minute avant la totalité. Regardez l'éclairage. Et ça, c'est André Vaillancourt, un autre de mes collègues astronomes. Ça baisse. La planète Vénus est visible. Là, on commence à voir les étoiles. Ça s'en vient, on va voir la totalité dans pas long. Je peux le regarder dans mon iPhone. Dans 22 secondes. Et regardez quand ça va se cacher. Et là, les derniers diamants. Et là. Et voilà. Là, on voit la couronne. On voit la couronne. Et regardez l'éclairage autour. Et c'est totalement noir, on ne voit plus rien. Et le soleil est totalement caché. Le mercure a baissé et c'est vraiment quelque chose. Donc, à ce moment-là, évidemment, il faisait 36 degrés à Gallatin, au Tennessee. Et là, à la totalité, il faisait 20 degrés. Donc, la température a baissé de 16 degrés. Fait que c'est beaucoup. Ça, c'est une photo de la totalité avec les protubérances que j'ai pris. Vous voyez là, la couronne avec les protubérances. On voit très bien. Et évidemment, bon, c'est sûr que l'éclipse partielle, on peut le regarder seulement avec les lunettes spécialisées. Mais quand le soleil est totalement caché, là, on peut enlever nos filtres et pouvoir observer le contour du soleil. Donc, mais c'est seulement quand, évidemment, l'éclipse est totale. On ne peut pas faire ça quand l'éclipse est partielle. Donc, ça, évidemment, c'est assez phénoménal. C'est le plus beau phénomène que j'ai vu de ma vie. Donc, on parlait de l'éclipse du 10 juin 2021. 10 juin 2021, vous voyez la bande en bleu. C'est la bande annulaire qui va être visible au Québec. Donc, vous voyez que le Grand Nord québécois, la baie James, etc., sont dans la bande annulaire. Et Québec, nous autres, on peut voir une éclipse partielle à 85%.
Donc, ça va être très intéressant à voir et ça va être très intéressant à observer aussi si, évidemment, on a des lunettes pour le faire. Donc, évidemment, là, quand ça va se faire, aux alentours de 5 heures du matin, comme je vous ai mentionné, le 10 juin au matin. Donc, on va avoir une éclipse solaire partielle visible du Québec. Et le 8 avril 2024, donc dans 3 ans, il va y avoir une éclipse solaire totale visible au Québec. Donc, on va espérer que la température soit la même que hier, parce que le 8 avril, c'était égal. Il faisait beau. Donc, ici, bien, évidemment, vous voyez la ligne bleue et la ligne mauve. La ligne mauve, c'est la ligne centrale. La ligne bleue, c'est la ligne de totalité. Donc, moi, je vous dis, soyez pas à Québec cette journée-là, soyez dans la bande de totalité en bas de la ligne bleue pour voir l'éclipse solaire totale. Je vous dis, c'est tout un événement à observer. C'est fou. Quand la luminosité baisse et que tout comme on dit, s'endort quasiment pendant quelques minutes, c'est quelque chose. Donc, ça, c'est à mettre dans votre agenda et ça va être aux alentours de 15 heures. Bon, éclipse lunaire. Une éclipse lunaire, c'est lorsque la Lune va passer dans l'ombre de la Terre et créer, en fait, elle ne sera plus éclairée directement par le Soleil. Donc, la seule lumière qui va passer, c'est la lumière rouge filtrée par l'atmosphère. Donc, ici, on voit bien le phénomène. Et ça, c'est la prochaine éclipse lunaire, 19 novembre 2021. Encore là, aux petites heures du matin. Ça va être le fun. Mais cette éclipse-là est partielle à 99%. Donc, elle n'est pas totale. Ça va donner à peu près ça comme phénomène. Donc, il va rester un petit bout blanc. Mais cependant, on va voir quand même la teinte rouge. Et ça, c'est un petit montage photo que j'ai fait avec mon éclipse solaire et mon éclipse lunaire. Et le transit, c'est lorsque Vénus et Mercure passent devant le Soleil. C'est ça que ça donne. Donc, Vénus est beaucoup plus grosse. Pour Vénus, le prochain transit est en 2127. Donc, évidemment, c'est très loin. Pour Mercure, bien, évidemment, 2049, le prochain transit visible du Québec. Donc, ça, c'est sûr que c'est plus atteignable, comme on dit. Mais, évidemment, le transit de Vénus, moi, j'en ai vu 2, 2004 et 2012. Et je peux vous dire que c'est quelque chose à voir comme événement aussi, parce que Vénus est quand même assez grosse et elle passe sur le Soleil. Maintenant, je vous montre quelques photos des phénomènes avant de finir avec les lumières du Nord. Ici, les étoiles filantes. Ici, la comète Kazan en 2002. 11 en 2006. Moulin en 2008. Pan-STARRS en 2013. Et là, on va voir la fameuse comète New-Wise que j'ai pris cet été. Halo solaire. On en a vu dernièrement, ça, autour du Soleil. Halo lunaire. Des piliers de lumière. Et là, on voit les planètes, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, telles qu'on les voit dans un télescope. Donc, Jupiter ici. Et là, on voit la Lune. Et là, on va s'approcher de plus en plus.
les cratères. Ici, la superlune versus la microlune. Ici, les éclipses lunaires que je n'ai pas graphié. Petit montage photo. Donc, on va au dernier phénomène, les lumières du Nord. Les lumières du Nord, c'est les aurores boréales. Il y a plusieurs questions qui sont posées sur, bon, c'est quand on peut voir les aurores boréales. Donc, une aurore boréale se forme lorsque il y a, évidemment, tout simplement, une entrée en matière au niveau des particules solaires. Donc, le Soleil a des éruptions solaires. Et le Soleil, évidemment, a des protubérances. Vous voyez ici, il y a une protubérance. Et quand il y a protubérance, quand il y a explosion, ben ça s'en vient vers la Terre. Donc, vous voyez, là, il y a explosion. Et ce que ça fait, c'est que ça va s'en aller vers la Terre. Donc, les taches solaires, comme je vous ai mentionné, c'est les volcans du Soleil. Donc, quand il y en a beaucoup, ben, évidemment, il y a plus de chances d'avoir des éruptions et d'avoir des particules qui sont envoyées vers la Terre. Donc, plus il y a de particules envoyées vers la Terre, bien, plus il y a de chances aussi qu'il y en ait beaucoup. Donc, plus il y a de chances que ça bouge et ça aille vers nos latitudes et que d'ici, le Québec, on voit des aurores boréales. Mais ça, on peut le savoir seulement 3 jours à l'avance. Donc, demandez-moi pas si dans une semaine, il va y avoir des aurores. Je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'éruption. Donc, mais si il y a beaucoup de taches solaires sur le Soleil, bien, je vais vous dire, oui, il y a peut-être des chances. Attendez, il va peut-être avoir une éruption solaire. Mais plus il y a de taches, bien, plus, évidemment, il y a de chances d'avoir des éruptions. Donc, ça, évidemment, vous voyez l'image ici jaune, c'est une image en filtre normal. Tandis que les images orange, c'est en filtre H-alpha. Donc, c'est une autre sorte de filtre qui permet de voir les protubérances et les ondes actives sur le Soleil. Donc, ça, c'est évidemment 2 sortes de filtres solaires. Parce que, comme vous savez qu'on ne peut pas regarder le Soleil à l'œil nu au télescope ou à la jumelle directement. Donc, il faut des filtres spécialisés et, évidemment, pour photographier le Soleil aussi, il faut un filtre spécialisé. Donc, ici, on va voir comment se forment les aurores. Donc, on a notre Soleil et autour de la Terre, on a ce qu'on appelle une ceinture magnétique, ce qui est la magnétosphère. La magnétosphère, elle nous protège. Mais au pôle Nord et au pôle Sud, magnétique, il y a un trou et c'est par là que les particules vont entrer et vont, évidemment, former des aurores boréales en se mélangeant avec l'atmosphère. Donc, c'est comme ça qu'on va avoir des aurores et des couleurs aussi. Donc, ça ici, c'est la magnétosphère. Ça ici, c'est les zones qui sont plus propices d'avoir des aurores boréales. Et dites-vous qu'il y a aussi les zones au pôle sud, qui sont des aurores australes. Donc, ici, ben, vous voyez que au niveau, évidemment, du cercle auroral, ben, il y a évidemment le Grand Nord québécois, le territoire du Nord-Ouest, le territoire du Yukon, l'Alaska, la Sibérie, la Norvège, etc. Donc, ces endroits-là, évidemment, sont propices pour avoir plus d'aurores boréales. Mais au Québec, évidemment, à Québec, on peut en voir quelques-unes parce qu'on a un maximum solaire. Et le maximum solaire, quand il se produit, ben, ce que ça fait, c'est qu'on a évidemment plus de chances d'avoir des aurores boréales. Exemple, en plein maximum solaire, on en a 2 à 3 par mois et en plein minimum solaire, de 2 à 4 par année. Donc, évidemment, visible de Québec. Donc, maintenant, on va observer une aurore ici, 1 minute, 24 heures en 1 minute. Donc, je vous laisse observer et
des fois des aurores boréales, ça peut devenir fou. Donc, regardez. Ça devient plein ciel. Et ça termine. Donc, ici, c'est les sortes d'aurores. Ça, en passant, c'est toutes de mes images d'aurores boréales. Donc, les bandes, les arcs, les couronnes, les voiles, les piliers rayons, les rideaux et les taches. Donc, ça, c'est les sortes d'aurores. Mais les plus spectaculaires, c'est les couronnes, parce que les couronnes, lorsque ça arrive, c'est quelque chose qui se produit. C'est parce que, évidemment, l'entrée de matière se fait au-dessus de nos têtes. Donc, c'est vraiment phénoménal quand ça se produit, ça, les couronnes. Les couleurs, c'est évidemment avec les gaz et les altitudes aussi. Le principal, c'est l'oxygène, donc c'est le vert. La majorité des aurores boréales sont vertes. Cependant, il y a d'autres couleurs qui sont possibles, le rouge, le mauve, le jaune et le bleu, qui est de l'azote ionisé. Donc, ça, évidemment, ça diffère avec toutes sortes de gaz et avec l'altitude aussi, qui est l'arrivée des particules. Donc, ça, évidemment, c'est vraiment exceptionnel quand ça arrive, des couleurs, des aurores boréales multicolores. Et il y a un satellite qui permet d'observer le ciel et qui nous permet de voir, évidemment, les aurores. Ce satellite-là nous renseigne sur notre Soleil et nous renseigne aussi sur les éruptions solaires. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose d'assez intéressant, comme vous pouvez le constater. Et évidemment, ça nous dit, bon, maintenant, 3 jours, il va y avoir des aurores, puisqu'il y a une éruption solaire, il y a beaucoup de taches solaires, il y a une nuance claire, etc. Mais ça, c'est tous des renseignements qu'on peut retrouver, évidemment, sur mon site web. J'ai additionné tout ce qui est information. Et je l'ai mis évidemment sous un lien sur mon site web. Et aussi, il y a les groupes Facebook, évidemment, d'aurore boréale et d'alerte aux aurores qui sont intéressants. Donc là, il me reste 2 vidéos à vous présenter. Le premier, c'est Chasseur d'aurore, donc mes photos d'aurore boréale. Et le deuxième, c'est le vidéo photographe, parce que je suis photographe aussi. Fait que je prends toutes sortes de choses. Évidemment, je veux vous le faire découvrir. Et après ça, il n'y aura pas de problème et vous allez pouvoir poser toutes les questions que vous voulez sur toute la matière ou n'importe quoi d'autre en astronomie. Donc, évidemment, ça va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Donc, on va déjà démarrer avec Chasseur d'aurore. Ça, c'est 12 août 2000, couronne. Ça, c'est dans ma cour à Cap-Rouge, 28 octobre 2001, pris au Féchal. « 7 septembre 2002, très belle aurore là aussi. Ça, c'est pris proche de chez moi. « 30 octobre 2003, 20 novembre 2003. L'aurore avec à plein ciel.
à l'Observatoire de la découverte. Première photo sur Astronomy Picture of the Day de la NASA, 16 juillet 2004. « 7 novembre 2004, la plus belle aurore que j'ai jamais vue. » Et il y a une photo qui a fait le tour du monde, qui a été publiée un peu partout. Ah, ça en vient. Marquez avec moi. Je suis trop lourde. Celle-ci. Donc, celle-ci a fait le tour du monde. Elle a été publiée un peu partout. « 11 septembre 2005, là aussi, une superbe aurore. Et troisième photo sur Astronomy Picture of the Day de la NASA. Ça, c'est décembre 2013. Lac Saint-Joseph. Ça, c'est les dernières photos d'aurore que j'ai vues en 2015-2017. Parce qu'après ça, j'en ai pas vu d'autres, malheureusement. On est en minimum solaire. Ça, c'est mai 2017. Et la dernière, septembre 2017. Très faible aurore de 2017. Et ça, c'est la couverture du livre Les itournaires de ciel que j'ai écrit en 2011. Donc maintenant, je vous montre mon dernier vidéo avant la fin de la présentation. Donc, allons-y. Donc, quelques oiseaux pour commencer. Un chevalier, un malheur, un branchu, grand harle, cormoran, biorau gris, grand pic, petite mésange, jet bleu, petit cardinal, balbuzard, une picarde à tête blanche, chouette lapone, grand-duc, chouette rayé, petite mutale, harpent des neiges, chouette épervière, épervier de Cooper, oriole de Baltimore, gros bec, oriole de Baltimore, un héron vert, un butard, un grand héron, et on s'en va dans l'eau. Et là, on s'en va dans les photos sportives. Parce que je suis photographe aussi je suis photographe de presse et je fais évidemment des équipes sportives aussi.
Un peu de voyage, Toronto, Italie, Paris, les Grands Voiliers. Et là, on s'en va dans les événements de Québec et les shows. Madonna, Bob George, Marie-May, Def Leppard, Stevie Wonder, Tiesto, Journey, les Rolling Stones, AC/DC, Madonna, Santana, John Buchanan, Corey Hart, Céline Dion, Johnny Villiers, Backstreet Boys, Orichem, Metallica, The Muse, The Who, Billy Talent, Roger Waters, Rod Stewart, Papa Roach, Cyndi Lauper, Foo Fighters, Yves Allen, Shania Twain, Simple Plan, Paul McCartney, Elton John, Alain Paquette, Kiss, Japan, Imagine Dragons, Iron Maiden, Red Bull Crash Tires maintenant. Festival aérien maintenant. On va finir avec la nature et les feux d'artifice. Donc, tout ça, ça a été créé en nature, sauf évidemment le tigre, l'ours, le lion et bon, tout ce qui est dans un zoo. En macrophotographie. Et on finit avec la nuit, un peu d'artifice. J'étais photographe officiel des grands feux depuis plusieurs années, donc j'ai fait pas mal de belles photos des grands feux. Je suis un spécialiste. Et me voilà avec mon téléobjectif. Et ça termine évidemment la présentation. J'espère que ça vous a plu. Donc maintenant, si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Je vais y répondre et ça va me faire plaisir évidemment d'y répondre. Juste avant les questions, ça, c'est l'adresse web du Club d'astronomie des gars de Cap-Rouge. Pourquoi? Puisque le Club d'astronomie des gars de Cap-Rouge est le seul club au Québec à avoir une section jeunesse. Donc, évidemment, les jeunes qui sont passionnés, là, j'en ai eu quelques-uns là, tantôt qui répondaient aux questions facilement. Sincèrement, on veut vous voir au club si, évidemment, vous êtes de la région. Donc, évidemment, là, le club d'astronomie, là, c'est une place où les jeunes s'épanouissent aussi en astronomie. Donc, on a des conférences à chaque mois.
Donc, là, évidemment, on est en virtuel, mais ça va revenir en présentiel un moment donné. Et sur philippemoussette.com, ben, c'est mon site web où vous pouvez retrouver toutes les belles photos que vous avez vues. Donc, évidemment, là, c'est ça. Puis, je suis également sur Facebook. Donc, ça aussi, vous pouvez facilement me retrouver. Donc, voilà. Fait que j'espère que ça vous a plu. Et là, ben, je suis prêt à répondre aux questions sans problème.